Bonsoir à tous et bienvenue pour cette seconde table ronde. C'est moins une table ronde qu'une rencontre avec Jean-Pierre Andrevon, écrivain et aussi scénariste, si je m'abuse, puisque notamment l'année dernière nous avons eu le plaisir de passer deux films de René Laloux que tu connais plus que bien, avec Gandhar et La planète sauvage, non? La planète sauvage, tout à fait. On avait fait une double séance qui avait très bien fonctionné l'année dernière là-dessus. Et donc, j'avais failli venir d'ailleurs. oui, ça a été un peu sur le tard sur le coup. Donc nous sommes très heureux de t'avoir là aujourd'hui, notamment parce que donc vis-à-vis d'une actualité qui approche, qui aurait dû. Tu peux prendre bien sûr. Ça marche. D'une actualité qui approche à grands pas, donc qui sort en novembre, c'est ça 100 ans de cinéma fantastique, voilà. De science-fiction. Oui, c'est un gros bouquin, une encyclopédie sur le cinéma fantastique et de science-fiction qui s'appelle 100 ans et plus de cinéma fantastique et de science-fiction, qui aurait dû être là, que j'aurais dû pouvoir vous présenter. Malheureusement, il y a eu des retards qui ne sont pas dus, qui sont dus à l'édition, à des problèmes de maquettage et d'impression très compliqués, parce que c'est un gros bouquin qui fait plus de 1000 pages. Il y a, je sais pas, 5 ou 6 000 articles, il y a 2300 photos, si je me souviens bien. Donc on espérait pouvoir vous le présenter ici, et même j'ai fait 2-3 interventions déjà dans les semaines qui viennent s'écouler, où j'espérais pouvoir le présenter, et il n'est pas là. Mais il va arriver, il va arriver quand? Dans 8 jours, dans 10 jours, je ne sais pas. Mais bref, si vous êtes intéressé au cinéma, retenez le titre, ça paraît chez un éditeur qui s'appelle Rouge Profond. Et voilà, et c'est un bouquin que j'ai, parce que, bon, si vous voulez que j'explique un tout petit peu, je fais de la critique du cinéma dans divers supports depuis très longtemps, depuis des décennies, et à un moment donné, je me suis dit, mais tous ces articles que je fais au cours des années, tous ces films que je vois, c'est dommage de les laisser se perdre dans des médias éphémères, donc je me suis dit, bon, allez, on va faire un dico qui recensera, pas tous les films, parce que, bien sûr, l'exhaustivité est impossible, mais une bonne partie des films, la plus grande partie des films sortis en France depuis 50 ans, 60 ans, 100 ans, puisqu'on remonte à Méliès d'ailleurs. Je n'étais pas né quand les films de Méliès, mais je les ai vus quand même après. Donc voilà, un gros travail encyclopédique qui va de A à Z, avec des entrées de films, de réalisateurs, de techniciens, d'acteurs spécialisés dans le genre, de héros emblématiques, de James Bond à Tarzan, de Frankenstein à Dracula, etc. Bref, voilà. Alors, je vous fais tirer la langue. Enfin, j'espère que vous la tirez un tout petit peu, mais le bouquin n'est pas là. On l'attend. C'est tout ce que je peux dire. Sur ce livre, donc, j'avais entendu parler il y a un petit peu longtemps. Ça fait combien de temps que tu prépares ce livre? Je ne peux pas dire exactement, mais ça fait largement 10 ans, entre 10 et 12 ans, que j'ai commencé à me dire j'ai du matériel déjà, je vais faire ce bouquin, quoi. Et puis après, j'ai reparcouru toutes mes collections de l'écran fantastique, un revue avec laquelle je collabore depuis sa création, à Fiction, le fameux Fiction, où je faisais des critiques cinéma, littéraires, mais aussi de cinéma. Donc voilà, j'ai tout compilé comme ça, et puis il y a d'autres films sur lesquels je n'avais pas écrit, que j'ai trouvé, mais que j'avais vu en tout cas, que j'ai essayé de revoir, parce que la plupart pas tous, je crois qu'il y a 5000 entrées sur des films, ou à peu près, ou pas loin. Donc j'ai pas revu tous ces films-là, mais j'ai quand même essayé d'en revoir le maximum. Maintenant sur Internet, on peut avoir pas mal de trucs, ou en s'achetant des DVD, etc. Pour pas trop dire de bêtises, il y en aura sûrement, mais bon, voilà. Donc gros boulot, effectivement, donc je suis pas peu fier, ça, il n'y a pas de raison d'être trop modeste, puisque il n'existe pas, il n'a jamais existé, en tout cas en France, une encyclopédie comme ça, qui recense vraiment un maximum de films, en partant de Méliès, des Voyages dans la Lune, jusqu'à World War Z, qui est sorti il y a 3 mois, quoi. Donc on a vraiment jusqu'au bout, essayé d'ajouter les films les plus récents pour pas que ce bouquin donne l'air d'avoir été écrit il y a 3 ans ou 4 ans, quoi. Voilà. Ce qui est souvent le cas quand on achète des grosses encyclopédies, des gros dictionnaires, ça s'arrête il y a 2 ou 3 ans avant. Nous, on est vraiment allé jusqu'au bout. C'est peut-être une des causes d'ailleurs du retard qu'on a pris, j'en sais rien. Une des causes en tout cas, voilà. Et donc tu as eu des collaborateurs sur cette création, ou tu as travaillé tout seul? Alors non, j'ai pas travaillé tout seul. J'ai eu 4 ou 5 collaborateurs, dont Pierre Gire, qui était un ancien de l'écran fantastique, mais qui malheureusement est mort en 2011. Il nous a lâchés traîtreusement en cours de route.
Il y a Jean-Pierre Fontana, qui est un bon écrivain de science-fiction, critique de science-fiction, anthologuiste bien connu, et puis 2 autres collaborateurs qui font partie aussi de la rédaction de l'Écran Fantastique, quoi. Mais disons que personnellement, j'ai écrit entre, je sais pas, 80 et 85% du total général, quoi. Donc c'est pas, voilà, c'est pas un bouquin que j'ai dirigé, je l'ai vraiment écrit, quoi, en grande majorité. Je tiens à le dire. Et donc, fausse question en soi, mais là, tu es donc aussi proche de l'écriture que du cinéma au final. Donc tu es écrivain, donc tu as en effet écrit et même dirigé fiction pendant de nombreuses années. Non, je n'ai pas dirigé fiction, j'étais proche du rédacteur en chef, Alain Doré-Mieux, qui me confiait effectivement une bonne partie des rubriques critiques. J'ai publié d'innombrables nouvelles, de nombreuses nouvelles en tout cas dans la fiction, mais j'ai jamais été, soyons modestes quand même, j'ai jamais dirigé fiction, non, non. En tout cas, tu étais toujours là. J'étais toujours là, oui, oui, je sais que je crois que ma collaboration a commencé en 1970, Doré-Mieux m'ayant appelé à le seconder, puisqu'il aimait bien ce que je faisais, jusqu'à la mort de la revue en 90, quoi. Donc il y a 20 ans de carrière dans les pages de fiction, oui. Et donc cette place du cinéma dans ton processus à la fois, j'imagine, d'intérêt artistique, quelle est-elle pour un... ce qui me fait dire ça, forcément je reviens sur Gandhar, des choses comme ça. Je peux poser une question bête. Je peux poser une question très bête? Très bête. Ah, plus les questions sont bêtes, en plus on peut voilà, derrière. Voilà, plus la question est bête, plus la réponse sera intelligente. Littérature ou cinéma? Je suis les deux en fait, parce que tout ça, je crois qu'on est formé par notre jeunesse et plus encore par notre enfance. Et moi, dès mon enfance, je lisais beaucoup, ce qui est normal, hein. Il n'y avait pas à l'époque de télévision, de jeux vidéo, tout ça. Donc je lisais beaucoup de romans, c'est vrai que je suis tombé très tôt dans la science-fiction, puisqu'un des tout premiers romans que j'ai lus, c'est La Guerre des mondes de Wells, qui n'est pas spécialement un livre pour enfants, hein. Moi j'ai lu ça, pourtant j'avais 9 ou 10 ans, je me rappelle très bien que j'étais encore à l'école primaire. Puis des bandes dessinées, comme une bande fétiche pour moi, qui est Guerre à la Terre, de Marie-Jacques Helicois, qui était aussi une espèce d'une histoire de guerre des mondes, et qui paraissait dans Cocardi, un hebdomadaire de l'époque. Et le cinéma. Et le cinéma, c'était l'après-guerre, hein. Les films américains bloqués pendant l'occupation arrivaient, hein, notamment les Tarzans avec Johnny Weissmuller, et puis tous les grands films, les westerns de John Ford, de Raoul Walsh, le Robin des Bois de Michael Curtis, enfin bon, tous les films qui avaient été bloqués pendant la guerre arrivaient en masse. Bon, j'étais tout gosse à l'époque, évidemment, mais j'ai commencé à aller au cinéma très tôt, et je me suis passionné pour le cinéma très vite. Et puis ça a continué comme ça, lecture cinéma, lecture cinéma. Alors évidemment, j'ai pas fait carrière dans le cinéma parce que c'est un petit peu difficile. J'ai écrit, hein, j'ai commencé à écrire, bien avant de pouvoir commencer à publier. Et puis, comme il se trouvait que j'aimais bien diversifier mes activités, puis j'avais l'occasion, puis c'était aussi l'occasion de gagner un peu d'argent en travaillant dans des revues, dans des journaux. J'ai commencé assez vite, j'avais, je sais pas, 23, 24, 25 ans, à faire de la critique de cinéma dans différents journaux, hein. Un quotidien régional, Le Progrès, puis après il y a eu Fiction, effectivement, et puis l'Écran Fantastique, hein, qui a été créé sous sa forme de fanzine en 69, puis sous sa forme de magazine imprimé en 73. Tout ça dirigé par Alain Schlokhoff, que j'ai rejoint très vite. Donc voilà, la critique de cinéma a continué parallèlement pour moi avec mon travail d'écrivain et de raconteur d'histoire proprement dit. Donc ça se mélange, est très lié. Je dis souvent que quand j'écris un roman ou une nouvelle, enfin quand j'écris une histoire, c'est un film que je ne peux pas faire, quoi, parce que j'essaye de donner à ce que j'écris une couleur, quoi, une image, un aspect visuel que certains critiques bienveillants ont remarqué d'ailleurs, voilà. Donc c'est très très lié, quoi. Et on va rester sur ce rapport littérature-cinéma. Donc pour revenir sur Gandhar, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu Gandhar, le film. Levez les doigts, ceux qui l'ont vu. Qui a vu Gandhar? Personne. On l'a diffusé. Ah. Il y en a un ou deux. Ça c'est pas bien. Bon. Donc Gandhar, c'est mon premier roman qui s'appelait Les Hommes Machines contre Gandhar. Hein, c'est un premier roman que j'ai écrit, que j'ai publié en 69. Et puis assez peu de temps après, c'était quelques années après, René Laloux, qui était le grand monsieur qui faisait de l'animation en France à l'époque,
Il avait fait jusqu'à présent quelques courts-métrages, dont les Escargots avec Topor par exemple. Et je ne sais pas comment il a lu ce bouquin, est-ce qu'on lui a conseillé, est-ce qu'il est arrivé dessus par hasard, j'en sais rien, mais il m'a téléphoné, peut-être il m'a écrit une lettre à plume, comme on faisait à l'époque, en me disant qu'il aimerait bien, que ça lui plaisait, qu'il aimerait bien en faire un dessin animé de long métrage. Mais le problème, c'est que ça a mis très très longtemps pour des histoires de production, pour des histoires de budget, parce que c'est pas très facile de faire un dessin animé de long métrage aujourd'hui, ça l'est déjà un peu plus avec l'informatique, avec les images de synthèse et tout ça. Et en fait, il a mis 20 ans à se faire, quoi. Il m'a contacté en 73 et le film est sorti en 88. Après divers essais, René Laloux a essayé de monter des studios à Angers, mais ça n'a pas, financièrement, il n'a pas pu tenir le coup. Après, il a essayé de monter ça en Tchécoslovaquie, qui est une des patries du dessin animé, puis il a essayé de le faire avec le Québec, autre patrie du dessin animé. Et finalement, le film a été fabriqué en Corée du Nord. C'est un film français, évidemment, puisque Laloux est le réalisateur, les dessins c'est Casa, les dessins de base, mais les intervallistes, comme on appelle, c'est-à-dire ceux qui dessinent 24 images secondes, parce qu'il a été vraiment dessiné à la main, ça s'est fait bizarrement en Corée du Nord, qui était le pays au monde où la minute de dessin animé coûtait le moins cher, quoi, parce que je sais pas, on payait les ouvriers à coups de knout, j'imagine. Voilà, et le film est sorti donc en 88. Donc ça a été pas tout à fait ma seule expérience de cinéma, mais il y a eu quelques autres projets qui ont avorté, et puis j'ai eu deux adaptations à la télé. Le Furet, notamment le travail du Furet, qui a été adapté à la télévision par Antenne 2, à une époque où ils avaient essayé de faire ils voulaient faire une série de moyens métrages, non, c'était même un long métrage de science-fiction. Je crois qu'il y a eu un Brussolo, il y a un Sturgeon, enfin il y en a eu 3 ou 4. Et donc il y a eu le travail du Furet qui est sorti en 94, et puis voilà, ça s'est arrêté là. Et j'attends, je sais pas s'il y a un producteur dans la salle. Et sur ce travail d'adaptation, tu as souvent, les écrivains sont déçus du passage d'écrit au film, tout simplement. De ton côté, comment as-tu vécu cette expérience artistique pure? Alors j'avoue que dès l'instant où les droits du livre ont été achetés par René Laloux et sa production, j'ai plus grand-chose à faire dessus. Hein. Laloux voulait travailler lui-même comme il l'entendait à ce film, ce que j'ai parfaitement admis. D'autant qu'il a choisi donc comme dessinateur de base Casa, Philippe Casa, qui était vraiment, qui est pour moi un des meilleurs dessinateurs de bande dessinée en France. Et je lui ai dit, mais qui tu prendrais comme dessinateur? Et il m'a dit Casa. Je lui ai dit, bah, bravo, parce que moi aussi je l'aurais pris. Donc voilà, ça tombait bien. On avait les mêmes goûts esthétiques, et c'est vrai que je suis à 90% content de ce film, même s'il y a certains petits détails qui me chagrinent un petit peu. L'animation est un peu raide, enfin bon, mais en gros, il a suivi le récit de manière assez fidèle. Donc, non, c'est une bonne expérience, un bon souvenir, d'autant que ce film, effectivement, repasse assez régulièrement, soit dans des projections comme ici, soit à la télévision. Il y a des rediffusions quand même assez souvent. Ouais. Même le Furet, d'ailleurs même le travail du Furet, il repasse de temps en temps, mais là je suis nettement moins content, mais bon, c'est comme ça. Je me souviens un peu plus personnellement, quand j'ai vu Gardard pour la première fois à la télévision, je crois qu'il est passé un soir sur France 2 ou France 3, je l'avais enregistré, et je me souviens de la critique télé qu'il y avait dessous, enfin sous tous les magazines, hein, c'était pas Télérama, et qui disait oui, c'est bien, enfin un dessin animé intelligent, etc. Parce que on voulait pas genre trop de dessins animés, de choses comme ça. Et je fais ah monsieur il est intelligent, etc. Et je me rappelle que ça a été un vrai choc et que j'avais vraiment apprécié. J'étais jeune, j'avais 12-13 ans, quelque chose comme ça. Chaillol. Ces hommes, ces femmes, ces enfants sont morts. Pétrifiés sur place. Foudroyés.
malheureusement, c'était le dernier long métrage qu'a réalisé René Laloux. Ça aurait dû être son premier, mais ça n'a pas marché. Entre-temps, ou tout de suite après, donc, il a fait La planète sauvage d'après Stéphane Bull, avec les dessins de Topor. Et puis après, il a fait Les Maîtres du temps. Là, c'était Möbius qui était au dessin, et c'était aussi d'après un autre roman de Stéphane Bull. Mais là, à l'origine, ça devait être un téléfilm qui devait être le premier téléfilm d'une série de plusieurs téléfilms de science-fiction français. Malheureusement, là encore, pour des raisons de production, pour des raisons de budget, ça a chopé. Donc le film est sorti en salle, quoi, quelques années avant Gandhar. Et puis, malheureusement, après ces 3 longs métrages, Laloux n'a pas été capable d'en monter un 4e. Et voilà, il est retourné à Angoulême comme enseignant à l'école d'Angoulême. Il s'est remis à la peinture. Voilà. Mais c'était une belle aventure. Maintenant, vu que je ne suis pas le seul à être à la rencontre de Jean-Pierre Andrevon, est-ce que certains d'entre vous auraient des questions à poser? A priori. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour leur faire poser des questions? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Est-ce que... Quels sont... J'ai une question. Ah! Vous êtes très cité dans ce remarquable bouquin que je suis en train de lire, Natacha Vaz-Pérez, c'est Français qui ont écrit demain. Ah bah, je ne connais pas, alors j'avoue. C'est formidable, ça s'appelle Utopie, Anticipation et Science-Fiction au XXe siècle. Et cette dame a fait une analyse de tout vos romans, extrêmement pointue, très impressionnée, alors ça m'a donné envie de vous rencontrer aujourd'hui. Alors la question que je me pose, c'est comment vous sentez, vous, le regard des critiques, qui sont en l'occurrence très positives, hein, mais pas toujours quand même. celle-là, ici, là, elle est très enthousiaste. Et elle vous situe dans une histoire de la science-fiction. Hein. Elle parle de vous avec Furet, elle parle de vous. Vous verrez, cette analyse est extrêmement fine. Et voilà, je me disais au fond, un auteur de science-fiction, quand il est comme cela, radiographié par une sociologue, comment vous ressentez ça? Ben, il faudrait d'abord que je lise ce livre, ou en tout cas les passages qui me concernent. Si j'étais bref, incisif et méchant, je dirais que je m'en fous totalement. Je veux dire, j'écris ce que j'ai envie d'écrire, mais vraiment, et ce depuis le début, hein, depuis mes premières pattes de mouche, mes premières nouvelles, qui sont parues dans Fiction, hein, très peu de temps avant Gandhar, puisque ma première nouvelle dans Fiction est parue en 68, en mai 68, pur hasard, mais dont je suis très fier et très content. Et puis voilà, ça a continué comme ça, quoi. Je me suis assez diversifié, c'est vrai que j'ai jamais cherché à faire comme certains auteurs peut-être cherchent à le faire, à creuser un sillon, à rester dans un certain créneau pour que le lectorat, pour que les critiques vous reconnaissent au premier coup d'œil. Moi, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire, et comme mes intérêts, ma curiosité est multiple, c'est vrai que j'ai écrit des romans très épais, j'ai écrit des nouvelles très courtes, j'ai écrit de la science-fiction, mais j'ai écrit aussi du fantastique, voire de l'horreur, j'ai écrit pas mal de polars, j'ai écrit quelques bouquins de littérature générale, peut-on dire, j'écris de la poésie, j'écris des chansons, je veux dire, tout ce qui me titille, tout ce qui me plaît comme consommateur, si je peux dire, ben, j'essaye de le refaire en tant que producteur, en tant que créateur. C'est peut-être prétentieux ce que je dis, mais pourtant c'est la vérité. Donc voilà, je vais mon chemin sans me soucier de ce qu'il y a autour et sans vraiment me soucier, sans me soucier du tout d'ailleurs, de la manière dont ça sera accueilli, quoi. Je sais que j'ai un petit noyau de lecteurs fidèles qui est très, très réduit par rapport à d'autres auteurs plus connus. Mais peu importe, quoi, j'ai toujours fait ça, et je continuerai jusqu'au bout, et voilà, quoi. Ça m'est difficile de dire autre chose. En tout cas, je cherche ni à suivre une mode. Hein, j'ai pas jamais écrit de fantasy, par exemple, alors que maintenant il y en a plein les librairies. Je suis toujours resté fidèle à en ce qui concerne la science-fiction en tout cas, cette science-fiction très attachée au réel, très terre à terre, très retour à la terre. Avec des considérations, des considérants politiques, bien sûr, sociologiques,
écologique aussi surtout, hein, puisque j'ai rencontré l'écologie très vite. Bon, voilà quoi, je ne sais pas ce que je pourrais ajouter. Non, mais c'est intéressant. Vous restituez l'expérience de votre temps, de votre époque, de ce que vous vivez, parler d'écologie. Dans ce livre que je vous recommande. Je vais l'acheter là, si on trouve. J'ai trouvé sur Amazon. Ah, c'est pas bien ce que vous dites là, mais enfin, s'il y a des libraires dans la salle, ils vont pas être contents. Oui, il faudra qu'il se fasse assez l'air du temps. Il faudra qu'il se fasse au monde qui change. Oui, et alors, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans cette analyse, c'est la façon dont elle analyse chaque auteur comme témoin de son temps, et comment la science-fiction est aussi une forme de témoignage du monde actuel. Et ça, c'était très intéressant par rapport à votre propre témoignage. Parce que vous avez le sentiment d'être un témoin de votre temps. Tout à fait, mais je fais exprès. Mais je crois que n'importe quel auteur, n'importe quel écrivain, on écrit toujours de la place qui est la sienne. La place qui est la mienne, c'est aujourd'hui, on est en octobre 2013, et quand j'écrivais en février 1970, j'écrivais 2 février 1970, avec les événements qui brassaient autour de moi. À l'époque, c'était la guerre du Vietnam, par exemple. Après, il y a eu l'écologie, la montée de la conscience des périls écologiques, la pollution, etc., l'effet de serre maintenant. Donc tout écrivain témoigne de son temps, même s'il ne le veut pas expressément, forcément il témoigne de son temps, quoi. Mais c'est vrai pour la science-fiction, mais c'est vrai pour n'importe quelle littérature. Maintenant, qu'est-ce qu'on parle? Dans la littérature blanche, on parle du métissage, parce qu'on en parle beaucoup, on parle de héros qui ont le sida ou qui sont séropositifs. On ne pouvait pas en parler il y a 20 ans parce que ça n'existait pas. On prend son portable parce que maintenant tout le monde a un portable, alors que dans Balzac il n'y en avait pas. Je veux dire, on écrit d'après son expérience personnelle de son temps, forcément. Alors c'est un petit peu accusé bien sûr en ce qui concerne la science-fiction, parce que qu'est-ce que c'est la science-fiction, en tout cas telle que je la pratique, c'est d'essayer de deviner à partir de l'état du monde d'aujourd'hui, du jour, de l'heure, du mois à laquelle on écrit, quel sera ce monde dans 10 ans, ou dans 20 ans, ou dans 50 ans, donc en tenant compte de tout ce qui se passe, des avancées technologiques, scientifiques, mais aussi de ce qui est autour, ou ce qui peut être la cause, ce qui peut être la conséquence, ce qui peut être le résultat de l'état, de l'avancée de la société, hein, donc l'effet de serre en ce moment, dont on parle beaucoup, avec raison, ou la surpopulation, ou tout ça, ou les mouvements de population. Donc, je crois qu'un écrivain de science-fiction qui ne tiendrait pas compte de ça, il ferait quoi? Il faudrait qu'il fasse autre chose, quoi, qu'il cultive des pommes de terre, comme il disait Dorémieux jadis. Donc, c'est naturel, on est quelque part, on est, hein, N-E-A-I-T, puis on est N-E-N-T, on est quelque part, donc on écrit de ce quelque part, forcément. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu. Si, tout à fait. Non, je me disais, qu'est-ce qui fait le caractère éternel d'un Jules Verne qui reste intéressant par rapport à son époque et qui en même temps la transcende? Je pense que c'est l'écriture. D'abord, un ouvrage, on a peut-être oublié de le dire, mais c'est une histoire qu'on raconte, c'est des personnages qui doivent vous empoigner, vous intéresser. C'est un style qui doit accrocher. Un roman, c'est pas un traité de politique ou d'écologie, ça doit être une histoire d'abord. Hein. Je dirais pas que les considérants dont je viens de parler sont extérieurs, sont périphériques, mais tout ça fait partie de la même chose. Et Jules Verne, il n'a rien inventé. Hein. Jules Verne n'a rien inventé, il a simplement poussé, comme tout écrivain de science-fiction le fait aujourd'hui, il a simplement poussé les inventions de l'époque, qu'on pressentait à l'époque, en vrai écrivain de science-fiction, c'est-à-dire en les développant, voilà quoi. Jules Verne n'a pas inventé le sous-marin, on sait que les premiers sous-marins ont été inventés au temps de Napoléon, parce qu'il voulait envahir l'Angleterre en passant sous la Manche avec des sous-marins, etc. Tout ce qu'a fait Jules Verne, c'était déjà dans l'air de l'époque, quoi. Les inventions qui paraissent fabuleuses, il leur a simplement donné un coup de pouce comme ça, pour faire ces romans extraordinaire, quoi, en se trompant aussi. On sait bien que pour aller dans la Lune,
un obus propulsé par un canon, bien sûr, écraserait les passagers qui se trouvaient à l'intérieur. Mais justement, cette imagination qui peut tomber juste, qui peut se tromper, c'est ce qui fait l'intérêt de la science-fiction, en fait, quoi. Et c'est ce qui, quand on la regarde avec l'œil un petit peu nostalgique de celui qui regarde le passé, à 20 ans d'écart, à 50 ans d'écart, à 100 ans d'écart en ce qui concerne Jules Verne, c'est ce qui est amusant et c'est ce qui reste, quoi. Mais encore une fois, si Jules Verne n'avait pas eu une vraie écriture, n'avait pas été un vrai inventeur de péripéties fabuleuses, je crois que ce n'est pas ses inventions elles-mêmes qui seraient restées, on l'aurait oublié beaucoup plus vite. Merci, M. Gattard. Est-ce que vous auriez quelqu'un d'autre question? Est-ce que vous pensez que c'est la même chose d'écrire de la science-fiction aujourd'hui pour des auteurs débutants, de jeunes auteurs? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est imaginer le futur ou est-ce que c'est autre chose? Bah, ça, il faudrait demander à chaque auteur qui prend la plume ou qui prend son ordinateur et puis qui savoir ce qu'il veut écrire. On peut écrire n'importe quoi, je veux dire. On peut s'évader de la réalité, encore une fois, en écrivant de la fantaisie qui se passe ailleurs et nulle part, en échappant à une réalité qui est effectivement de plus en plus difficile à saisir. Je crois qu'on peut toujours écrire la science-fiction, je veux dire, à supposer qu'il y a encore des hommes en l'an 30 000, j'en doute fortement, même en l'an 3000. On écrira encore de la science-fiction parce qu'il y a toujours des choses qu'on ne connaît pas, qu'on découvre ou qu'on imagine, notamment aussi bien dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit. Il y a la génétique d'une part, le clonage, un peu tout ce que vous voulez, et puis la cosmologie, où on découvre chaque jour de nouvelles choses, l'âge exact de l'univers, les exoplanètes, etc. Encore une fois, on revient à cette place, à cette date de l'écrivain, au moment où il écrit, il invente à partir de l'instant où il écrit, quoi. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup écrit ces dernières années sur la fin du monde, sur la fin de l'homme, sur les derniers humains, les villes qui s'effondrent, reconquis par la végétation, tout ça. Parce que c'est un fantasme qui est à la fois effrayant mais assez agréable en même temps. Mais encore une fois, c'est chacun choisit ses thèmes et on peut écrire un monde surpeuplé qui a 40 milliards d'habitants. On peut imaginer qu'on va découvrir un moyen pour traverser l'espace plus vite que la lumière et trouver des exoplanètes habitables. On peut toujours écrire n'importe quoi sur n'importe quoi. Je veux dire, tout est imagination de l'auteur, tout dépend de ce qu'il veut dire, tout dépend sur quoi il croit, s'il est plutôt pessimiste, plutôt optimiste, etc., quoi. Ceci dit, si on passe du côté économique, du côté éditorial, je pense que c'est plus difficile maintenant pour un jeune auteur d'arriver à se faire publier, encore que là, on peut encore discuter, parce que dans les années 70, 80, mettons, il y avait, je ne sais pas qu'il y avait peu d'éditions, mais il y avait quand même des grands éditeurs qui avaient leur collection de science-fiction. Alors que maintenant, il me semble, moi je ne connais quand même pas extrêmement bien, je lis moins de science-fiction, je l'avoue, le paysage éditorial, mais il y a quand même, avec les facilités d'impression, l'informatique, tout ça, il y a une multiplicité de petits éditeurs, voire de micro-éditeurs, qui peuvent prendre des romans, des recueils de nouvelles de jeunes auteurs, en faisant de petits tirages et puis les retirer. Enfin bon, voilà, vous connaissez sûrement mieux la question que moi. Donc c'est un autre problème, mais sur lequel il faut compter aussi, parce que ce qu'on écrit, c'est pour être lu. Et pour être lu, il faut se faire publier. Et là, ben, je ne sais pas, c'est probablement pas très facile. Et si vous lisez plus de science-fiction, qu'est-ce que vous lisez? Non, je n'ai pas dit que j'en lisais plus. Vous lisez moins. Mais vu le nombre de romans qui paraissent, justement, souvent c'est des petits éditeurs que parfois je ne connais même pas, des petits tirages, on ne les trouve pas dans toutes les librairies, etc. C'est pas facile, quoi, je veux dire. Et puis, encore une fois, c'est une question de curiosité. Et moi, je m'informe beaucoup. Je ne dis pas que je fais des romans de hard science, pas du tout, loin de là. Mais je m'intéresse à l'histoire, je m'intéresse à l'avancée des sciences et des technologies. Donc, je lis beaucoup de documents, je lis beaucoup de revues et de magazines. Je lis énormément de bandes dessinées, parce que c'est vrai que j'aime ça. La bande dessinée, c'est de l'image. C'est des images fixes. C'est du cinéma en images fixes.
Voilà quoi. Et puis encore une fois, il y a le cinéma, hein, puisque jusqu'à une date très récente, il a fallu que j'alimente mon dictionnaire, donc ça voulait dire beaucoup de films dans les salles, beaucoup de films à la télévision, des films piqués sur Internet, d'autres en DVD, etc. Que les journées ont que 24 heures, malheureusement. Si elles avaient 48 heures, il y aurait peut-être un peu plus de science-fiction, mais c'est pas toujours facile, quoi. Pour en revenir à votre ouvrage qui va bientôt paraître, je voudrais savoir si on va pouvoir le trouver à la FNAC ou sur Amazon ou ailleurs. Ça y est, voilà Amazon qui revient en traître. Ah ben, c'est un ouvrage qui sera distribué très normalement dans toutes les bonnes librairies, hein, la FNAC de toute façon bien sûr, et sûrement dans d'autres librairies à Lyon. Je pense qu'il va sortir première ou deuxième semaine de novembre. Hein. Je ne peux pas vous dire une date puisque moi je ne la connais pas. Il a déjà du retard, mais le retard ne va pas être considérable. Et oui, bien sûr. Oui. Et j'ai une autre petite question. Oui. Je crois que c'est le 11 novembre ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est ce que m'a dit Fred de la librairie aux merveilles. D'accord, le 11 novembre. Guettez la librairie en bas de chez vous le 11 novembre. Ou ça sera peut-être fermé le 11. Mais le 12, en tout cas, voilà. C'était vraiment pour ça, je crois. Non, mais c'est incessant, mais bon. Il y aura une belle couverture en noir et blanc avec le Boris Karloff en créateur de Frankenstein, là, piqué sur le film de James Whale, avec un titre en rouge, là, 100 ans et plus. Voilà. Je pense que c'est un bouquin qui se verra et qui sera quand même bien distribué. Hein. Ça, vous en faites pas. Et je voulais vous demander quel est le film de science-fiction qui vous a finalement qui vous a le plus marqué et vers lequel vous revenez le plus souvent Il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Vous savez, la science-fiction, elle date presque de l'invention du cinéma avec Méliès, justement. Mais il y a des étapes comme ça. Il n'y a pas une. C'est comme l'écriture. Les réalisateurs ont fait les films qui correspondaient à leur époque. Le premier grand film de science-fiction, c'est très certainement Métropolis de Fritz Lang, avec l'essor des grandes villes. Fritz Lang a été influencé par son premier voyage à New York pour tourner Métropolis. Et puis après, il y a eu tous les films qui reflétaient la peur atomique, hein, avec la guerre froide, la peur ça peut être les mutations animales, hein, comme les Godzilla par exemple en ce qui concerne le Japon, ou les araignées, ou les fourmis géantes, Tarantula, etc. Après, il y a eu le grand choc de 2001, Odyssée de l'espace, hein, de Kubrick, qui a changé la donne de différentes façons, à la fois de manière très, très scientifique, très allégorique, très poétique. Enfin, c'est un film qui synthétise à peu près tout ce qu'on peut faire en matière de science-fiction. Et puis presque concomitant, il y a eu La planète des singes, d'après le roman de notre compatriote Pierre Boulle, qui était vraiment très bien, là sur le thème de Après l'homme quoi, donc voilà, des singes mutants. Bref, chaque époque, chaque décennie, presque on peut dire, accouche d'un grand film. Après, on peut citer Alien, par exemple, qui était une espèce de mixte entre le film d'horreur et puis le film de science-fiction, et qui est assez caractéristique aussi, parce que Alien, c'est un peu l'anti-2001. 2001, c'est la science sans frontières, c'est clean, c'est tout ça. Et Alien, c'est l'espace déjà conquis, les vaisseaux sont rouillés, il y a des fuites partout. Il y a des monstres qui se glissent à bord, comme des passagers clandestins, comme ça. Voilà, comme ça a été un espèce de changement d'optique. Et puis après, grâce au progrès constant des effets spéciaux, il y a eu tous ces blockbusters qu'on connaît, hein, d'Avatar à John Carter, etc., d'Oblivion, hein, tout ce que vous voulez. Et le cinéma en est là, en oubliant peut-être un peu le scénario, mais aussi en nous donnant des images qui vous rentrent dans l'œil, qu'il n'y a pas de doute. Si, on peut quitter. Bien sûr, mais ça, c'est encore une fois
Oui, on peut citer La Guerre des Étoiles, mais qui est proche déjà de la fantasy, quoi, c'est-à-dire qui a été précédée par Star Trek, hein, quand même. Je parle de la série, bien entendu, qui date de 66, c'est quand même assez vieux. Eux-mêmes précédés par Buck Rogers, et voilà, Flash Gordon, et voilà, ça c'est une espèce de vision de l'espace, mais qui procède de la littérature populaire, des histoires de pirates, des westerns, des histoires de chevalerie, enfin, etc., transposées dans l'espace. Donc c'est évidemment, il y a un habillage de science-fiction, ça c'est certain, mais c'est de la science-fiction où la science est oubliée et où c'est très caractéristique, hein, les combats spatiaux, c'est les combats des avions pendant la guerre de 40-45, on se tire dessus avec des mitrailleuses dans les tourelles. S'il y avait des véritables combats spatiaux, je pense qu'il n'y en aura jamais, ça se passerait certainement pas comme ça. Donc c'est un petit peu, c'est un courant important, certes, mais un petit peu marginal, quoi, un petit peu parallèle si on veut, quoi. Déjà, encore une fois, proche de la fantaisie, sans ancrage véritable en ce qui concerne ce qu'on peut appeler la conquête de l'espace, c'est-à-dire la découverte de planètes telluriques et de créatures intelligentes, ou pas, en tout cas de créatures vivantes qui pourraient s'y cacher, et des difficultés gigantesques qu'il y a à parcourir l'espace qu'on n'a pas résolu du tout aujourd'hui. Donc voilà, c'est un petit peu un courant parallèle, je peux dire ça. Et sur notre thématique de ce festival, donc cette édition, c'est le cyberpunk. Tu as quelle approche là-dessus, sur cette mode qu'il y a eu dans les années 80, puis qui a touché un petit peu les années 90 avant, point de vue littéraire, de s'éteindre? Ben, je sais pas, j'ai pas une opinion vraiment tranchée là-dessus parce que j'en ai jamais écrit. Je pense que c'est quand même, je sais pas, c'est quand même un peu un courant régressif quand même, c'est-à-dire c'est d'aller ailleurs pour pas vraiment affronter la réalité, quoi. Enfin, me semble-t-il, on se réfugie dans des espaces intérieurs, comme ça, si j'ai bien compris ce qu'est le cyberpunk. Mais effectivement, c'est un courant qui pouvait pas aller bien loin, quoi. Ça me fait penser un peu à ces romans des années 30-40 où on imaginait que chaque atome était un vrai système solaire. Alors on réduisait la taille des humains et puis on allait sur les atomes d'hydrogène qui tournaient autour du noyau, les particules comme ça, c'était une véritable planète où il y avait des gens. C'est un peu pareil, on se réfugie dans des entrailles de l'ordinateur, mais réfugié, c'est bien le terme qui convient, quoi. On échappe un peu à la réalité, là, par le biais de la technologie et par le biais de l'invention des cybermondes, quoi, qui vient des ordinateurs et tout ça. Bon. Je suis assez mal outillé, assez mal informé pour n'en avoir pas écrit vraiment, pour en parler d'une manière plus détaillée, mais c'est quand même, effectivement, ça fait partie effectivement de ce qu'on peut trouver, des multiples approches, des multiples points d'ancrage de la science-fiction, mais bon, ça ne peut avoir qu'un temps, quoi, je pense. Hein. Je sais pas. La science-fiction se réfugie plutôt maintenant dans le biologique, il me semble, hein, c'était l'hypermutant, je ne sais pas tout ça. Parce qu'il semble qu'il y ait plus d'avancées, plus de imaginaire ou imaginative ou réaliste ou possible ou probable sur la transformation de l'humain. En ce moment, le gros problème et la grosse thématique, je ne parle pas seulement de l'écriture, de l'invention, de la créativité, mais de ce qui se passe, quoi. C'est dans la transformation de l'homme, c'est dans la transformation de l'humain, c'est la génétique, c'est la biologie. Donc, mais là encore, la science-fiction l'a exploré pas mal, hein, et on peut même remonter au meilleur des mondes, hein, qui est de 1928, si je me souviens bien. Donc on n'invente jamais vraiment quelque chose, quoi. La science-fiction, c'est une longue chaîne, et puis on dit que c'est une littérature collective souvent, mais c'est vrai. Chaque auteur a tout à fait le droit de prendre chez un autre auteur qui peut être antérieur de lui-même de 50 ans ou plus. Il peut prendre des petits bourgeons comme ça qui fait fleurir, et puis ça donne un genre qui explose ou pas, ou qui explose, qui vit, qui meurt. En fait, c'est l'intérêt de cette littérature, quoi, en constante évolution et en constante invention. Justement, sur le thème écologique, j'étais à une table ronde en mars dernier,
Et sur le pool d'auteurs présents, il y avait la question, donc toujours un peu de ce cyberpunk, mais de l'homme transformé. Et en fait, il avait dit quelque chose, c'est Ayarda, je crois, tout simplement, quelque chose que j'avais trouvé très intéressant, disant que, avec ce qui se passe écologiquement sur la planète actuellement, l'homme n'aurait pas les moyens bêtement financiers d'aller partir dans les étoiles ou de réussir à aller sur notre planète pour retrouver des ressources intéressantes, mais qu'il avait les moyens financiers et limite technologiques de se transformer lui-même en fait. Il pouvait transformer son adaptation via les machines, la nanotechnologie, la mutation, ce qu'on veut, etc. J'ai trouvé ceci assez intéressant, ça m'était pas venu en tête comme ça, mais d'un point de vue de l'écologie, est-ce que ce ne sera pas l'homme finalement qui se transformera pour s'adapter à son environnement plutôt qu'à essayer de l'échapper en partant vers les étoiles, c'est beaucoup plus compliqué? Je sais pas, est-ce que ça vaudrait mieux, j'en sais rien, c'est pas sûr du tout. Hein. On peut transformer l'homme, c'est sûr, on peut le transformer de l'intérieur, mais de manière très mécanique, très mécaniste, quoi, avec des cœurs artificiels, avec des membres en métal, etc. Mais transformer l'homme vraiment de manière à ce qu'il résiste, mais à quoi? Aux radiations, ça c'est pas possible. Hein. Je crois que là, c'est pas la peine. La radioactivité, c'est imparable. Hein. Il n'y a qu'à voir Tchernobyl, il y a des centaines de milliers de morts. Ou Fukushima plus récemment, on ne peut pas. Là, hein. Et un des dangers qui menacent l'homme dans sa chair, dans la biologie, c'est bien les radiations, c'est bien le danger de l'exploitation de l'énergie nucléaire. Donc, c'est peut-être une idée de science-fiction, mais je ne crois pas que ce soit une idée réaliste de toute façon. Hein. Elle transformait comment? Moi, j'ai écrit un roman qui s'appelle La Trace des rêves, et ça se passe après la fin du monde, et puis des gens se réveillent comme ça dans des caveaux, comme ça, ils reprennent vie, ils sortent, et puis ils s'aperçoivent qu'il y a des lézards grands comme des dinosaures, des papillons grands comme des avions. Mais en réalité, l'homme a été transformé, les derniers survivants ont réduit les hommes à la dimension de 2 ou 3 cm de haut, en pensant que pour que l'humanité survive et qu'il ne porte pas ombrage, qu'il ne porte pas dommage à son environnement, il fallait qu'il soit tout petit, parce qu'un homme de 2 cm, il consomme moins, il pollue moins qu'un homme qui mesure 1,90 m. Mais ça n'arrivera jamais, quoi. C'est pas possible, ça. Hein. C'est des histoires, ça. Mais c'est des histoires de science-fiction, justement, et c'est ça l'intérêt, quoi. Mais que ça passe dans la réalité, il y a très loin, souvent, de la réalité qu'a exploité ou qu'a exploré la science-fiction à la réalité vraie. Et on a longtemps cru qu'on pourrait aller dans les étoiles, qu'on pourrait conquérir les planètes, qu'on pourrait. La dernière expédition sur la Lune, ça date de quand? 73. On est retourné sur la Lune depuis plus de 40 ans. On parle de Mars, 2030, 2040. On ne sait pas, ça sera des robots ou un équipage sacrifié. Donc là aussi, c'est un mythe qui a été un espoir, qui a été un fantasme peut-être, mais qui n'a aucune chance de se réaliser, quoi. Quant aux étoiles, n'en parlons même pas. Je crois que c'est Arthur Clarke qui a dit la somme d'énergie et de matériaux, enfin la somme d'énergie qui serait nécessaire pour construire une nef interstellaire serait si gigantesque que ça détruirait la Terre elle-même. Alors bon, voilà quoi. Mais Clarke était optimiste à ses débuts, je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer, était beaucoup plus pessimiste vers la fin de sa vie, quoi. Et c'est marrant parce que quand j'ai une petite anecdote, mais je ne peux pas résister au fait de vous la raconter. J'ai donc rencontré Clarke avec une table ronde comme celle-là, et je lui ai dit, mais vous étiez un grand scientiste, vous y aviez à vos débuts un grand espoir dans l'avenir, et je lui ai dit, mais est-ce que aujourd'hui, est-ce que vous seriez plus pessimiste qu'il y a 20 ans? Et il m'a dit, je suis plus pessimiste qu'il y a 2 ans. Alors, je trouvais ça très très bien. Un aveu comme ça de quelqu'un qui est considéré comme un auteur quand même assez effectivement positiviste et scientiste. Oh bah j'ai une autre question. Ah, pardon. Si... J'aurais une question. Ah, pardon, ok. Je n'avais pas vu. Donc la SF a plus de 100 ans, les thèmes sont très variés. Et en fait, quels seraient les nouveaux thèmes, en fait, des années à venir à travailler? Je crois que c'est ce qui nous tombe sur la tête. Je veux dire, c'est la pollution, c'est l'effet de serre, c'est la surpopulation. Comment on règle ça?
qu'est-ce qui va se passer avec les flux migratoires, avec l'élévation des températures, avec l'élévation des niveaux de la mer, les conflits qui peuvent en résulter. Je veux dire, la science-fiction, je crois, se rapproche de plus en plus de la politique fiction, parce que les problèmes qui se posent, c'est de plus en plus des problèmes dont la solution est politique, quoi, vraiment, et qui est plus scientifique, parce que trouver le moyen de rafraîchir l'atmosphère, on ne sait pas, quoi. Je veux dire, personne n'a trouvé ça. Hein. Donc je pense que on va se rapprocher un peu, c'est mon avis, hein, c'est pas forcément ce qui peut se passer réellement dans la tête ou sur la feuille des écrivains. Revenir un petit peu à une science-fiction plus terre-à-terre, comme celle des années 70, qui était très politique, effectivement, puisque c'est ma génération, je ne peux pas dire le contraire. Mais je pense que si on veut faire de la science-fiction, c'est-à-dire réfléchir à l'état de l'homme et de la Terre à court terme, à moyen terme, hein, dans une fourchette qui va de 10 à 100 ans, si vous voulez, on est bien obligé de prendre en compte tout ce qu'on sait maintenant, hein, l'élévation de la température, quoi, entre 2,5 et 5 degrés en 2100, combien d'hommes sur la Terre en 2100, 12 milliards, 11 milliards, 13 milliards, combien en Afrique, 3 milliards, on ne peut pas y échapper, quoi. C'est pour ça que je pense qu'il y a quand même, quelqu'un qui veut vraiment écrire de la science-fiction, il y a un rétrécissement du champ opératoire de cette science-fiction, parce qu'on a des problèmes si gigantesques qui nous tombent sur le crâne qu'on ne peut pas y échapper. Et si on veut y échapper, on ne fait plus de la science-fiction, on fait de la fantaisie, on fait ce que vous voulez, on fait du fantastique, on fait comme beaucoup d'écrivains à qui je jetterai surtout pas la pierre font, mais ces problèmes, on ne veut pas y échapper. Et on a essayé d'y échapper. Il y a de très grands auteurs, je veux dire, je ne sais pas si vous lisez la science-fiction des années 60, 70, mais il y a un bouquin que je cite souvent, c'est Tous à Zanzibar de John Branagh. C'est un bouquin qui décrit très exactement notre présent. Il a été écrit en 66, hein, et on l'a oublié. Pourquoi on l'a oublié? C'est peut-être pas un hasard, parce qu'il raconte des choses tellement terribles qu'on n'a plus envie de s'y replonger dedans. Et des gens et des auteurs science-fictionneux qui explorent cette thématique, il y en a pas beaucoup. Il y a Jean-Marc Ligny, je ne sais pas s'il est là. Lui aussi, c'est un auteur qui prend à bras-le-corps les problèmes écologiques et démographiques dont on ne peut pas échapper, quoi. Alors évidemment, on peut y échapper en parlant de la biologie, on va transformer l'homme qui s'adaptera à manger du caillou, peut-être, je veux bien. Mais vous se réfugiez à l'intérieur de l'ordinateur, mais je ne crois pas que ce soit des solutions réalistes, quoi. Mais encore une fois, on invente. La science-fiction est là pour inventer. Elle est là pour inventer ce que les politiques, ce que les scientifiques, ce que les démographes n'arrivent pas à inventer. Et c'est pas un hasard si souvent, justement, les décideurs sont des lecteurs de science-fiction. Je ne dis pas qu'ils l'observent d'assez près pour la mettre en pratique. On va prendre une dernière question. Est-ce que la mort de la revue Fiction en 1990, dont vous avez parlé, traduit une crise de la science-fiction? J'entends par là un déclin dans le champ littéraire en général, en particulier en France. On est arrivé effectivement dans les fin des années 80, début des années 90, à un déclin. Est-ce que c'était un déclin du lectorat? Je ne sais pas. Il y a eu un déclin des collections, mais tout simplement parce qu'il y en avait trop, hein. Je crois que Pierre Versin, qui était le grand spécialiste du genre, avait compté 37 collections de science-fiction en 1977, ce qui était, par rapport au lectorat, qui est très mince, qui était beaucoup de trop. Donc, c'était des questions économiques qui ont précipité ce déclin. Est-ce qu'il y a eu un déclin de la matérialité font qu'il y a moins d'auteurs, puisqu'ils ne savent plus où placer leurs manuscrits? Vous voyez, c'est un espèce de... C'est la poule et l'œuf, c'est le serpent qui se mord la queue. Fiction est mort pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons éditoriales, parce que les gens de talent sont partis. Hein, c'est devenu une revue minimaliste, très mal faite, il n'y a plus personne pour s'en occuper. Mais la science-fiction, c'est une vague comme ça. Hein. On prend les années 50, 60, 70, 80, 90. C'est un peu des cycles de 10 ans comme ça. Hein. Il y a eu
Les années 60, c'était plutôt un repli, puis après, il y a eu les années 70, une espèce de bouillonnement, comme ça, politique, post-68 art. Ça a commencé à décliner dans les années 80, puis après, à partir des années 90, il y a eu une espèce de remontée un petit peu factice, parce qu'encore une fois, il y a eu la fantasy, l'heroic fantasy, la dark fantasy, ce que vous voulez, bref, l'échappe hors du réel, qui a repris le dessus et qui donne, je pense, une fausse image de ce qu'est vraiment la publication, l'édition de science-fiction aujourd'hui. Mais je suis pas éditeur, hein, je vois ça d'un peu loin, évidemment. Mais ça rejoint, tout est dans tout et réciproquement, comme on dit. Hein, l'espèce de difficulté à inventer un futur qui soit novateur et crédible à la fois par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui, de ce qui se passe aujourd'hui, fait qu'il est difficile d'écrire une vraie science-fiction telle qu'on l'écrivait dans les années, telle que l'écrivaient les écrivains Robert Silverberg, John Brunner, des gens comme ça, dans les années 60 et 70. C'est mon opinion, hein, je ne dis pas que c'est la vérité, hein, mais moi-même, je sais que je dis, mais qu'est-ce que je vais écrire que je n'ai pas déjà écrit, quoi. À la fin du monde, j'ai écrit 10 bouquins là-dessus, et 25 nouvelles. Donc voilà, il y a un problème, il y a un problème de resserrement. C'est comme si le monde se resserrait autour de nous. On a des difficultés à respirer, donc des difficultés à écrire, parce que l'écriture, évidemment, c'est une respiration qui permet à tout bon auteur de survivre. Je fais de la poésie, là, comme ça, c'est bon. Bon, et ben, donc nous allons terminer Jean-Pierre. Jean-Pierre, Andrevon, merci d'être venu pour cette rencontre. C'est moi qui vous remercie. Si vous souhaitez, je ne pense pas qu'on soit très longtemps, mais on peut se retrouver au salon, donc au stand de la librairie aux merveilles. Voilà, vous trouverez pas le dictionnaire, encore une fois. Le dictionnaire ne sera pas encore là, mais en librairie, après, pas le 12, j'imagine, j'ai dit 11 novembre, mais j'ai peut-être dit 11-11, mais c'est vraiment autour de cette quinzaine-là en tout cas. Merci Jean-Pierre, merci pour cette rencontre. Je rappelle que le salon est toujours présent, il n'y a pas de raison. On continue ensuite ici même avec une table ronde en présence de Gérard Klein, Anudar Bruzéis et Guillaume Herpe sur Dune et l'homme augmenté. Si vous avez un petit coup de faim, on a des crêpes qu'on fait là qui sont sympas. Si vous avez soif, il y a un bar tout simplement. Merci d'être ici et on continue dans 10 petites minutes. Merci.